Bonjour à tous, ici c'est le Lucre Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 1122 de One Piece. On y est, c'est la fin de l'arc Egghead. Après 2 ans, cet arc qu'on aurait pu voir comme un arc intermédiaire ou transition, et qui était en réalité un gros arc à part entière, se termine. On est en pleine conclusion, les ennemis ont été renvoyés chez eux, un haki monstrueux a été utilisé, et les Mugiwara vont à Elbaf. On va donc parler de ce gros chapitre bien puissant et fort en émotion avec une discussion profonde entre Emmett et Joy Boy. Un pirate qui est physiquement dévoilé pour la première fois. La team Chapeau de Paille est définitivement phénoménale. Joy Boy, Goldie Roger, Shanks, Monkey D. Luffy, les 4 pirates les plus puissants de leur ère. Retrouvez-moi ce soir donc samedi à 21h pour un live YouTube spécial chapitre 1122. Venez poser vos questions, parler de vos avis, de vos théories, de mes avis et de mes théories. Au niveau page de couverture, on a Smoker de Oda en hommage à My Hero Academia qui se termine et à son mangaka Kohei Horikoshi. C'est en référence à un dessin d'Horikoshi qu'il a envoyé à Oda il y a longtemps quand il avait 15 ans et on a donc un magnifique hommage à un grand manga qui se termine avec un message d'Oda qui dit: est-ce que ça signifie que vous pourrez jouer à Pokémon Go pour toujours? Merci pour votre travail acharné et vos 10 ans de parution. Horikoshi-kun. Eiichiro Oda montre son respect pour Kohei Horikoshi et pour son travail qu'il a réalisé pendant 10 ans. 40 tomes, 430 chapitres. Le manga est arrivé quand One Piece fêtait ses 17 ans. 10 ans plus tard, et alors que l'œuvre fête ses 27 ans, My Hero Academia se termine pendant que One Piece continue, tout en captivant ses fans à travers le monde. Au début du chapitre, on a Kobe qui dit quelque chose d'intéressant, et même de très fort. Luffy, je mettrai un terme à ton rêve. On peut donc s'interroger sur l'avenir de Kobe, le nouveau héros de la marine, car il dit qu'il est déterminé à arrêter Luffy. Via ces mots, on comprend qu'il est exactement comme Garp, son mentor. On a la même logique et la même façon de penser, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il doit mettre un terme à l'aventure de Luffy. Il marche sur les pas de son mentor, et il ne pourra jamais l'arrêter, comme son mentor n'a jamais pu arrêter Roger. On note l'évolution de Kobe qui s'affirme de plus en plus, mais on sait qu'il est beaucoup trop loin de Luffy. La réalité c'est que Luffy a pris beaucoup trop d'avance, car Luffy n'est pas bridé par la marine. Il a affronté des ennemis de plus en plus forts. Il a un fruit qu'il a éveillé, il a même perdu la vie pour revenir. Il a un haki des rois qu'il a entraîné avec Rayleigh et qu'il a perfectionné en plein combat. Rayleigh a dit qu'on devient plus fort en combattant des gens plus forts. C'est exactement ce qu'a fait Luffy, il est devenu plus fort en combattant Shichibukai, commandant, Yonko. Par contre, élément intéressant, Kobe n'est plus réellement limité par la marine, car il est dans les Swords, une unité secrète. Ils ne sont pas régis par les mêmes règles que les marines ordinaires. En s'affranchissant du règlement, ils peuvent agir et se déplacer à leur guise. Ils n'ont pas besoin d'autorisation, comme les autres. Kobe est par conséquent beaucoup plus proche des pirates que des marines en ce sens, bien qu'il reste fidèle à l'instance. Mais Kobe n'a malheureusement pas de facilité à évoluer. Il n'a aucun don inné. Kobe c'est de l'entraînement et uniquement de l'entraînement. Après les entraînements, il continue à s'entraîner le soir, ce qui a fait qu'il a pu évoluer. Mais le fait est qu'il est bien inférieur à Luffy et que sa phrase vise surtout à montrer qu'il est déterminé à s'opposer à Luffy. Mais pas que, car dans le chapitre précédent, Vegapunk dit que l'avenir du monde dépendra de celui qui s'emparera du One Piece. Donc, le différentiel de niveau entre Kobe et Luffy n'est plus réellement un problème, dans la mesure où Kobe n'a plus besoin de le battre. Il doit faire ce que Baggy veut faire, trouver le One Piece sans forcément se battre. Trouver le One Piece revient à arrêter le rêve de Luffy. Il ferait donc d'une pierre deux coups, façonner le monde à sa façon et arrêter le rêve de Luffy. Kobe ne veut pas d'un monde à l'image de Luffy. Il le connaît, Luffy l'a aidé, et même sauvé, mais pour Kobe, Luffy est avant tout un pirate, qui est en totale opposition avec lui. Il a une vision du monde qui ne lui plaît pas du tout. Kobe est comme Garp, il reconnaît la valeur de son ennemi, qu'il considère comme un ami, cependant, il reste en totale opposition avec lui, car il considère qu'en tant que marine, il se doit de l'arrêter. Sauf que ça va au-delà d'une rivalité amicale, parce que Vegapunk parle du destin du monde. On a donc une opposition très forte entre deux visions du monde. Au moins, maintenant, on a une confirmation. Le combat Luffy-Kobe n'est plus obligatoire. On a la réponse à la fameuse question: comment Kobe fera-t-il pour rattraper son retard? Il n'en a pas besoin, car on n'aura pas de combat Luffy-Kobe. Pour avoir un power-up, Kobe a dû perdre son mentor. Durant la bataille finale, Kobe ne pourra que s'allier à Luffy. Atteindre le niveau que Luffy va atteindre, c'est beaucoup trop compliqué. On a une scène Cross Guild qui est une scène classique de Baggy, avec son équipage. Ils comprennent les choses différemment, ils pensent que Baggy avait tout prévu, alors que c'est faux. Ça renforce leur admiration, tout va bien pour Baggy. Par contre, élément intéressant, Crocodile ordonne à Baggy de revenir s'asseoir, pendant que Mihawk reste assis sans parler. L'auteur montre encore une fois que la tête est bel et bien Crocodile. Les deux commandants représentent les deux ailes de Baggy, et c'est calqué sur l'équipage de Luffy, avec Baggy qui symbolise le rire, et le fait que c'est un clown, Luffy qui ne fait que rire, Crocodile la tête, le stratège, Mister Zero, Sanji la tête, le stratège, Mister Prince, et Mihawk le second qui est calme, comme Zoro, le second qui est calme. La Cross Guild, c'est un peu une parodie de l'équipage de Luffy. Ils font des plans secrets,
il se cache, le capitaine ne veut pas combattre, les autres ne sont pas futés. Par contre, l'équipage suit le capitaine, donc Baggy, pour des raisons tout autres, ce qui accentue le côté parodique. En plus d'être littéralement dans un chapiteau, les commandants maltraitent le capitaine, et les autres membres voient en lui l'homme qu'il n'est pas. On a le retour de l'empereur Barbe Noire, qui parle à Devon de Caribou. Teach démontre bien le pirate qu'il est. Il est prêt à l'exécuter si ce qu'il dit n'est pas intéressant. Le problème étant que les infos en question impliquent Poséidon et Pluton. Caribou est au courant pour Poséidon et pour Pluton à Wano. Donc, Barbe Noire sera au courant. Et avec ça, il aura un avantage sur tout le monde. Avec une puissance antique, il n'aura aucun mal à détruire ce qu'il veut. Et ça fera de lui l'homme avec la plus grande puissance de feu au monde. Le problème, c'est que Luffy a eu du mal à libérer Wano. Si Teach récupère Pluton et qu'il fait du mal à Wano, on pourrait se dire tout ça pour ça. Sauf que l'étape Kaido était obligatoire pour la suite. Avant tout pour que l'équipage évolue et pour récupérer le road. Même si Teach récupère Pluton, au moins ils auront pu avancer, tout en libérant le peuple du tyran. Mais surtout, quand on regarde Whole Cake, Barbe Noire aurait pu faire une attaque massive et tout détruire. Mais il a fait une mission rapide pour récupérer Pudding. Il a eu de la chance, le navire de Wano n'est pas revenu, Oven et Katakuri étaient occupés, mais ce qui importe, c'est qu'il a fait ça furtivement. Il peut donc faire pareil pour Wano. Laisser le pays tranquille, car ce qu'il veut c'est Pluton, et pour Poséidon, c'est pareil. Et il pourrait utiliser Caribou avec son fruit pour Shirahoshi. Quoi qu'il arrive, c'est très important car Barbe Noire augmentera significativement sa puissance de feu. Il a recruté Shiryu Impeldown, Kuzan de la marine. Il a récupéré Pudding et les Rhodes. L'étape suivante, c'est Poséidon et Pluton. D'ailleurs, on note le côté très stratégique de Teach, qui sait ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Que ce soit sur l'instant, Shiryu, Kuzan ou en préparation, Pudding, le Gura. Teach est un pirate qui est stratégique et qui est convaincant. On arrive donc aux doyens du Gorosei qui ne veulent pas lâcher l'affaire et qui ont failli choper le bateau. Sauf qu'Emmet intervient et utilise du haki scellé de Joy Boy. Le haki est tellement puissant et violent que ça impacte toute l'île. Le ciel se fend en deux. Ça détransforme tous les doyens. Ça les renvoie chez eux. Mais avant de parler du haki et Joy Boy, on peut se demander si les doyens ont totalement floppé. Et de mon point de vue, la réponse est non. Car ils ont réussi à apporter ce qu'il n'y avait pas dans l'arc. Du danger. Kizaru n'ont pas pu apporter du danger. Ils étaient dangereux uniquement pour les plus faibles. Ça c'est vu, Lucci Sentomaru, Kizaru Sentomaru, Kizaru qui allait éliminer Bonnie et qui a terminé Vegapunk. C'est uniquement les doyens qui permettent une fin d'arc où absolument tout peut se passer. Leur régénération et leur technique font d'eux des antagonistes qui étaient bien plus que simplement problématiques. Ils étaient extrêmement dangereux et ils l'ont été jusqu'à la toute fin. Il aura fallu du haki de Joy Boy pour les virer de l'île. Et pour en virer un seul, Marcus Mars, il aura fallu une combinaison. Par contre, oui, Vegapunk les a eu. Car éliminer Vegapunk revenait à lancer un message au monde. Il les a eu pour ça et pour le camouflage. Et in fine, ils l'ont trouvé uniquement via York, avec sa trahison. Ils se sont fait avoir par le plus grand génie du monde de One Piece. Mais que ce soit en caractéristiques, en efficacité, en technique ou même en aura, les doyens ont globalement fait le taf. Il n'y avait que pour faire ce qu'ils ont pu faire. Leur régénération a fait que Sanji, Zoro et Luffy, donc les trois plus forts, est en quelque sorte bridés. Limite de tendu guerre 5. Pour Sanji, pas d'Ifrit. Pour Zoro, pas d'Aki des rois. Les trois plus puissants étaient bridés vers leur power-up. Si les amiraux étaient venus, au lieu des doyens, les trois n'auraient pas eu ce problème. Et c'est vérifiable, parce que quand Luffy s'énerve contre Kizaru qui a chez Vegapunk, il l'éclate en pizza et s'en débarrasse rapidement. Là où Saturne a pu revenir. Ce sont les doyens qui ont permis à l'arc de se construire de cette manière. On en vient au haki de Joy Boy qui était scellé pendant 800 ans pour Emmet. Et une fois que le haki est déployé, les pouvoirs des doyens sont annulés. Et Im hurle de douleur. Alors là, il y a plein de choses à dire, mais déjà, il faut noter la surpuissance du haki Joy Boy, qui sépare le ciel en deux à lui tout seul. C'est littéralement la plus grande démonstration de haki de toute l'œuvre. Parce qu'on ne parle pas de haki physique, on parle de haki mental. Pour bien comprendre ce que ça implique, il faut comprendre ce que signifie un ciel séparé en deux. Un ciel qui sépare en deux, c'est pour montrer la puissance des combattants. On parle des meilleurs combattants au monde qui utilisent leur puissance. Le ciel se sépare en deux pour montrer que le ciel se soumet à cette puissance. La puissance démesurée des meilleurs combattants soumet littéralement le ciel. C'est arrivé pour Newgate et Shanks, Big Mom et Kaido, Roger et Newgate Prime et Luffy Kaido. On note qu'à chaque fois, il faut deux combattants d'exception pour soumettre le ciel en deux, et toujours en coup physique. Sauf que là, on parle de coup mental. C'est la première fois que ça arrive, et ça démontre la suprématie de Joy Boy. Dans ma théorie sur Joy Boy et son équipage, j'ai parlé de ce qui les caractérise, le divin. Là où l'équipage du roi des pirates représente la royauté, roi des pirates, roi des ténèbres, l'équipage de Joy Boy représente la puissance divine, le dieu soleil, le dieu des lames. J'avais dit que la puissance de Joy Boy était démesurée et qu'elle allait beaucoup plus choquer que la puissance des empereurs. C'est ce qui arrive dans le chapitre avec le haki de Joy Boy. Le haki Joy Boy est à l'image de sa puissance.
c'est totalement ahurissant. Le haki est tellement puissant qu'il détransforme les doyens, ça les renvoie chez eux. Et surtout, ça fait hurler Im, qui représente le sommet de la puissance démoniaque. Les doyens se prosternent devant leur souverain. Leur souverain a vécu plus de 800 ans, et ce souverain reconnaît la puissance de Joy Boy, en tremblant et en hurlant. On parle bel et bien de haki mental qui est censé impacter ceux qui te sont inférieurs, voire bien inférieur. Jusqu'à présent, le meilleur coup mental était Shanks sur Aramaki. En l'humiliant avec un coup mental, Shanks se prouve qu'un simple amiral est très loin de son niveau. Le haki des rois mental était jusqu'alors utilisé pour les éléments les plus faibles. Mais Shanks se dévoile un haki des rois mental assez puissant pour détransformer un amiral. Là pour Joy Boy, on parle de 4 doyens et il fait hurler Im. C'est tout simplement du jamais vu. La puissance utilisée est colossale. Ça impacte toute l'île. Et alors que l'attaque est dirigée vers les doyens, des marines perdent quand même connaissance. Je vais être clair, là où Shanks a fait paniquer, trembler et hurler un amiral, Joy Boy le met KO. Faire hurler Im, ce n'est pas anodin. Ça démontre la toute-puissance de son haki des rois. Ni plus ni moins. Quand on affecte autant quelqu'un avec un coup mental, c'est qu'on est bien supérieur à lui. Donc Im, qui est censé être supérieur au doyen, est de fait inférieur à Joy Boy. C'est désormais acté, la puissance de Joy Boy n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Bien sûr, on serait tenté de dire que De Yonko sépare le ciel en deux, donc Joy Boy qu'il sépare seul en vaut deux. Sauf que non, ça va au-delà de ça. Joy Boy est en réalité encore plus fort. Car on parle de haki scellé, ce n'est pas lui qui l'envoie directement, mais surtout, on parle de haki mental. Pas de coup physique. Je vous le dis très clairement, la puissance de Joy Boy va au-delà de celle de 2 empereurs. Joy Boy représente une étape supérieure à l'étape Goldie Roger pour Luffy. Car Roger représente le pirate, Joy Boy le dieu soleil. Luffy aura le niveau de Roger avant d'atteindre le niveau de Joy Boy. On reprend les fondamentaux, Newgate vieux et niveau empereur. Newgate Prime est supérieur au niveau. Roger malade affronte Newgate Prime à égalité. Roger Prime qui bat Xebec, l'ex-capitaine de Newgate, est encore plus fort. C'est ce Roger là et ce Xebec là qu'on compare à 2 empereurs. Joy Boy, c'est encore plus fort. C'est un homme qui soumet le ciel, seul, avec un coup mental. Emmett était un de ses Nakama. Et comme l'a fait remarquer un japonais, qui traduit souvent les pages du manga, il parle comme un enfant. Et j'ai remarqué que dans le chapitre, on retrouve une croix sur son bras, la même que celle de Chopper. Emmett est donc un peu le Chopper de Joy Boy. La magnifique scène entre Joy Boy et Emmett, c'est un peu comme si Chopper avait une énorme espérance de vie, et que Luffy lui scellait du haki pour qu'un jour, il se défende. En un seul coup de poing, Emmett détruit une défense de Warcury que Luffy avait du mal à blesser. La force physique d'Emmett, qui est un titan de fer, est juste totalement folle. Et bien il est à l'image de son capitaine, Joy Boy. Car les membres d'équipage sont à l'image du capitaine. Donc oui, la puissance de Joy Boy n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a eu jusqu'à présent. Imaginez un coup d'haki des rois physique de Joy Boy. On peut clairement parler de haki divin ou de haki antique, dans le sens où ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Et ça nous laisse imaginer les démons que Joy Boy a affrontés. Et s'il a perdu contre Poséidon, Uranus et Pluton, ça nous laisse imaginer leur puissance. Avec un coup mental, Shanks humilie un amiral. Avec un coup physique, il élimine Kid et Killer. Imaginez Goldie Roger Prime. Imaginez Joy Boy. On est dans une montée progressive des niveaux de puissance. Dans le monde, les meilleurs éléments étaient des empereurs. L'avenir du monde dépendra des affrontements entre les hommes du passé et les hommes du présent. Le haki Joy Boy a été scellé pendant plus de 800 ans. Cette info est primordiale pour comprendre 2 éléments importants. Le retour de Xebec et les nouveaux pouvoirs du haki des rois. Comme vous le savez, je plaide pour un retour de Xebec. Pour beaucoup de raisons, dont la nécessité d'avoir un pirate beaucoup plus puissant que Kaido, qui symbolise une véritable menace. D'ailleurs, on ne connaît pas encore son visage, comme pour Im. La question était, comment pourrait-il revenir? Et moi, je répondais peu importe le comment. Ce qui importe, c'est quand et ce qu'il va faire. Mais je répondais également qu'il avait pu être scellé. Et là, on a déjà haki des rois scellé pendant plus de 800 ans. Sceller un pirate légendaire pendant 40 ans, est-ce improbable? Pas du tout. Barbe Noire pourrait vouloir le libérer. Ou alors quelqu'un d'autre. Mais ce qui importe, c'est que l'auteur présente le scellement dans son œuvre. Et l'auteur débloque finalement la limite du haki des rois. À la base, le haki des rois fait perdre connaissance. Puis, on a eu l'option offensive. Pour les meilleurs. Sauf que maintenant, on peut aller encore plus loin. Car l'option offensive sert à différencier 2 groupes. Ceux qui l'ont et les meilleurs. Mais on a vu que Joy Boy peut séparer le ciel en 2 tout seul avec un coup mental. On a donc encore une étape supérieure. On parle de l'élite de l'élite. Après le haki mental, le haki physique et les ondes de choc, il est grand temps d'avoir des pouvoirs supplémentaires. Il y a longtemps, j'ai fait un schéma pour le haki. Arc Big Mom, éveil du HDO, début d'éveil du HDA. Arc Kaido, éveil du HDA, début d'éveil du haki des rois. L'étape suivante, c'est Shanks avec l'éveil complet du haki des rois. Shanks n'a pas de fruits. Il a atteint un niveau phénoménal, le niveau de ceux qui ont généralement des fruits, avec son haki des rois. Il a donc des pouvoirs supplémentaires, tout comme Roger et Joy Boy. On appelle Shanks le tueur du HDO.
Avec son HDR, il élimine le HDO adverse. Roger pourrait par exemple éliminer le HDA. Et Joy Boy, carrément le haki des rois. Kaido l'avait dit, seul le haki permet de tout transcender, pas les fruits, le haki. Et Joy Boy le démontre en annulant les pouvoirs de fruits avec son haki. Il est tellement puissant qu'il annule le pouvoir des doyens, avec un coup mental. Joy Boy pourrait être le tueur de fruits. Quand on parle de puissance, il faut écouter les plus puissants. Quand Kaido parle, il parle en connaissance de cause. Il a côtoyé les plus grands, Xebec, Newgate, Roger. Il a dit que Roger avait atteint les sommets uniquement avec son haki. Le haki des rois sert à soumettre l'ennemi. Tu n'es pas digne d'être debout face à moi. Il fait trembler, paniquer, hurler. Il soumet l'ennemi. Voilà pourquoi le haki mental n'affecte pas ceux d'un niveau équivalent. Tu ne soumets pas ton égal de cette manière. Le haki mental soumet, le haki physique punit. Shanks a soumis Aramaki. Il a puni Kid. Avoir un fruit, ça facilite. Au plus il est puissant, au plus c'est simple au début. Mais ça a ses limites. Car seul le haki permet de tout transcender. Ce qui différencie un empereur d'un amiral, c'est entre autres le haki. Tu peux avoir un bon fruit, voire un excellent fruit, mais sans le haki, tu seras rapidement dépassé par les meilleurs combattants, et tu peux te faire soumettre. En parlant de soumission par la puissance du haki, Im qui tremble veut dire quelque chose d'important. Joy Boy n'a pas perdu dans un combat direct avec Im. Un éventuel retour de Joy Boy fait paniquer Im. Joy Boy a dû perdre en se sacrifiant pour ses amis et ou pour le monde. Ou alors, il a mené un combat contre bien plus que Im, voire quelqu'un de supérieur. Parce qu'on n'aborde jamais ce sujet-là, mais pourquoi est-ce que Im serait à l'époque le plus puissant? Actuellement, Im est à la tête du GM, mais à l'époque, il y avait sûrement quelqu'un de supérieur. Je pense donc que Joy Boy a battu un être d'une puissance encore supérieure à Im, et que c'est ça sa vraie victoire en combat, mais qu'il a perdu plus tard en protégeant ses amis et ou le monde. Ou alors qu'il a perdu contre beaucoup de combattants. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Newgate a perdu, non pas à cause de quelqu'un qui était plus fort, mais à cause d'une maladie, d'une trahison et de plusieurs ennemis. Pareil pour Oden qui allait battre Kaido. Ça leur est arrivé, ça a pu arriver à Joy Boy. Maintenant que les doyens ne sont plus sur Egghead, l'arc se termine et on aura un autre arc d'exception. Après un gros coup de haki de Joy Boy, il est grand temps pour les protagonistes de la fin d'œuvre d'agir. Et je suis persuadé que ce sera phénoménal. Allez Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.